Pour bien comprendre l'anatomie du péritoine et du tube digestif, il faut partir de l'embryologie. Nous allons décrire l'embryologie du péritoine à l'aide de cette succession de schémas montrant d'une part, pour commencer, le tube digestif à un stade très précoce traversant la cavité abdominale après être passé à travers l'ésophage pour se terminer au niveau du cloaque fermé par la membrane cloacale. Nous étudierons différentes coupes à un niveau supérieur, moyen et inférieur de la cavité abdominale et nous verrons comment les organes évoluent au cours du temps, entraînant avec eux le péritoine. Sur ces schémas supérieurs, nous allons montrer comment l'intestin est animé de mouvements de rotation autour des axes vasculaires, aboutissant à la formation de mésos, d'épiplons et de l'arrière-cavité des épiplons ou bourse mentale. Enfin, nous verrons comment ces schémas embryologiques nous permettent de comprendre une coupe anatomique à l'âge adulte. L'intestin primitif se forme à partir de la vésicule vitelline qui reste connectée au cordon ombilical par le canal vitellin. Celui-ci peut persister chez l'adulte sous la forme d'un diverticule de Meckel. Initialement, l'intestin primitif est donc un tube qui va progressivement se développer, se dilater par endroits et être le siège de différentes contorsions. On voit sur ce schéma, au début du développement embryonnaire, la formation progressive du tube digestif avec les premiers segments de l'intestin. On reconnaît ainsi l'ésophage, l'estomac, le duodénum, l'anse ombilicale qui va donner l'intestin grêle, le côlon droit, puis l'anse terminale qui va donner le côlon gauche, le côlon sigmoïde, le rectum. Cette anse terminale se termine dans le cloaque, où ça bouge d'ailleurs aussi l'allantoïde, qui donnera plus tard la vessie. Par la suite, ce cloaque va être divisé en deux parties par la descente de l'éperon périnéal, une partie postérieure qui donnera le rectum, et une partie antérieure qui appartiendra à l'appareil urogénital. De part et d'autre du tube digestif apparaissent rapidement des cavités que l'on nomme le cellum intra-embryonnaire, droite et gauche, future cavité abdominale. Ce cellum intra-embryonnaire que l'on voit sur ces différentes coupes est donc une cavité bordée de péritoine dont on peut distinguer deux feuillets en continuité l'un avec l'autre. Nous allons par exemple nous approcher de cette coupe passant par l'anse ombilicale. Le péritoine est donc une membrane séreuse, continue, qui tapisse la cavité abdominopelvienne et qui entoure les viscères. Elle est constituée de deux feuillets en continuité l'un avec l'autre, le péritoine pariétal, ici représenté en vert, qui tapisse la face profonde de la paroi abdominopelvienne, et le péritoine viscéral, qui tapisse les viscères. Les fonctions du péritoine sont le maintien des organes, et d'autre part, le péritoine représente une sorte de lame porte-vaisseau et nerf. On voit ici notamment l'arrivée d'une artère digestive, l'artère mésentérique supérieure, qui, entre les deux feuillets péritonéaux, vient vasculariser l'anse ombilicale. La cavité péritonéale est quasi virtuelle et elle contient un liquide dont les fonctions sont de lubrifier les surfaces péritonéales. Ceci permet aux viscères de se déplacer sans frottement et de faciliter les mouvements liés à la digestion. D'autre part, la cavité péritonéale a un rôle de défense contre les infections. En effet, le liquide péritonéal est résorbé par le système lymphatique, principalement à la face inférieure du diaphragme, qui est constamment en mouvement, ce qui favorise l'absorption du liquide. L'accumulation anormale de liquide dans la cavité péritonéale est ce qu'on appelle une ascite chez l'adulte. Ces feuillets péritonéaux vont constituer ce qu'on appelle un méso, reliant la partie du tube digestif en question à la paroi postérieure, c'est ce qu'on appelle le mésentère dorsal, ou à la partie antérieure, au niveau de l'estomac, c'est ce qu'on appelle le mésentère ventral. Il existe un mésentère dorsal qui va relier l'ensemble de l'intestin à la paroi postérieure, où se trouve l'aorte abdominale, d'où vont naître les vaisseaux vascularisant les différents segments de l'intestin. En revanche, le mésentère ventral n'est que partiel, en avant de l'anse gastrique uniquement.
Ainsi, si l'on fait cette fois-ci une coupe passant par la partie supérieure de la cavité abdominale, on retrouve l'estomac, son méso-postérieur ou mésogastre dorsal, qui reçoit les vaisseaux sanguins naissant de l'aorte vascularisant cette région, mais il existe aussi un mésogastre ventral qui relie l'estomac à la paroi antérieure de l'embryon. Sur ce schéma en haut à gauche sont représentés en 3 dimensions le tube digestif, le péritoine viscéral tapissant les organes et délimitant en arrière le mésentère dorsal et en avant le mésentère ventral qui, encore une fois, est incomplet. Alors, comme on le note sur ce schéma, il existe une individualisation progressive des différents segments de l'intestin primitif, chacun étant vascularisé par une artère naissant de l'aorte abdominale. On distingue ainsi plusieurs mésos, nommés en fonction de la portion de l'intestin qu'il relie à la paroi. En ce qui concerne l'estomac, on parle de mésogastre dorsal et de mésogastre ventral, dans lequel, on verra, se développe notamment le foie. D'autre part, nous allons voir que la rate et le pancréas se développent dans le mésogastre dorsal, notamment au moment de la rotation de l'estomac. Si l'on s'intéresse un peu plus au mésogastre ventral, on constate qu'il existe une partie postérieure qui donnera plus tard le petit omentum et une partie antérieure en avant du foie qui deviendra le ligament falciforme et le ligament rond reliant le foie à la paroi et à l'ombilic. Faisons suite à l'anse gastrique, se trouve l'anse duodénale qui va être reliée en arrière, cette fois-ci par le mésoduodénum, puis l'anse ombilicale qui donnera l'intestin grêle, le cécum, le côlon droit et le côlon transverse, reliés à la paroi postérieure par le mésentère commun. Enfin, l'anse terminale, celle qui donnera le côlon gauche, le sigmoïde et le rectum, est reliée à la paroi postérieure par le mésoterminal. Vous voyez qu'à chacune de ces parties correspond une artère. Le tronc cœliaque est l'artère qui va vasculariser les éléments du mésogastre. L'artère mésentérique supérieure va vasculariser ce qui va dériver de l'anse ombilicale. Et enfin, l'artère mésentérique inférieure va vasculariser les dérivés de l'anse terminale. On a représenté enfin les artères ombilicales qui ne jouent pas vraiment de rôle ici et qui vont d'ailleurs s'obstruer avec le temps dans leur portion terminale de part et d'autre de la vessie. Alors, il est important de comprendre que durant son développement, le système digestif va s'agrandir et effectuer une série de mouvements fondamentaux, en particulier une rotation et des mouvements d'accolement sur le péritoine pariétal postérieur. Ces mouvements du tube digestif, liés à son accroissement considérable, beaucoup plus rapide que l'embryon lui-même, vont entraîner avec eux le péritoine et les mésos constitués. Nous allons commencer par la description des mouvements de l'estomac et du duodénum et donc nous attarder sur ce premier schéma. L'estomac va subir une double rotation. D'une part, une rotation horaire de 90 degrés autour d'un axe vertical, crânio-caudal, et une rotation horaire de 90 degrés dans un plan frontal, ou plutôt sur un axe sagittal. La rotation de l'estomac autour de l'axe vertical fait que le bord antérieur de l'anse gastrique va regarder vers la droite et devenir la petite courbure. Le bord postérieur va regarder vers la gauche et devenir la grande courbure de l'estomac. Cette rotation sur l'axe vertical aboutit aussi à la formation de la bourse omentale entre l'estomac et le petit omentum en avant et le pancréas en arrière. La rotation dans le plan frontal fait que la jonction pyloro-duodénale, c'est-à-dire entre l'estomac et le duodénum, va se placer à droite de l'aorte et le cardia, ou la partie supérieure de l'estomac, va se porter à gauche. On voit entre ces deux schémas comment l'estomac a tourné autour de l'axe vertical, aboutissant à la formation de la petite courbure et de la grande courbure. Nous allons maintenant le voir différemment sur ces coupes schématiques de l'embryon, montrant l'estomac à un stade très précoce, avec son bord antérieur et son bord postérieur. Vous voyez l'évolution avec la rotation de l'estomac autour de l'axe vertical qui va amener le bord antérieur à regarder vers la droite
et le bord postérieur à regarder vers la gauche. Au fur et à mesure de cette rotation, vous voyez que l'estomac va entraîner en arrière de lui la formation d'une bourse, la bourse mentale, qui va progressivement se développer en arrière de l'estomac, en avant du pancréas. Alors, vous voyez que le foie va se développer dans le mésogastre ventral. Cette glande va se développer de manière considérable pour occuper toute la partie droite de la partie supérieure de l'abdomen. Et vous voyez sur ces 3 schémas consécutifs comment le développement de la glande va entraîner le péritoine. Donc toute cette partie ici est donc le mésogastre ventral qui initialement était limité à cette partie. Dans le mésogastre dorsal, qui va aussi s'allonger avec la rotation de l'estomac, vont apparaître progressivement le pancréas et la rate. Donc vous avez bien compris que toute cette zone montrée actuellement par la flèche est le mésogastre dorsal dans lequel se développent ces 2 organes. Encore une fois, du fait de la rotation de l'estomac, du développement considérable du foie et de ces 2 organes, on aboutit à un étirement du péritoine et à la formation de cette bourse mentale ou arrière-cavité des épiplombs. Les vaisseaux vont partiellement suivre ces mouvements des organes et du péritoine. Le tronc cœliaque qui est représenté ici dans le mésogastre dorsal va donner ses 3 principales artères, l'artère hépatique, l'artère gastrique gauche, que nous décrirons plus tard bien évidemment, et l'artère splénique. Cette artère splénique, nous allons la retrouver ici au bord supérieur du pancréas avant qu'elle ne rejoigne la rate. Les 2 autres artères du tronc cœliaque, artère hépatique et artère gastrique gauche, vont rejoindre respectivement le île du foie et la petite courbure gastrique. Elles vont former ici une sorte d'anneau artériel à l'entrée de la bourse mentale. Dans cette bourse mentale, on distingue d'ailleurs plusieurs parties, ce qu'on appelle le foramen de la bourse mentale et ce qui est situé entre les artères hépatiques et gastriques gauche. On l'appelle parfois aussi la porte rouge, car délimitée par des artères. Un peu plus à droite, nous avons ce qu'on appelle la porte bleue de la bourse mentale, située entre la veine cave inférieure ici, qui se développe à droite de l'aorte, et la veine porte, qui va donc vasculariser le foie. Entre la porte bleue et la porte rouge se trouve ce qu'on appelle le vestibule de la bourse mentale. Alors si vous avez bien compris ce développement progressif du mésogastre ventral et dorsal, eh bien on comprend tout à fait cette coupe anatomique que nous verrons à plusieurs reprises chez l'adulte et qui correspond à ce que l'on voit au scanner, montrant l'estomac, en arrière le pancréas, cette fois-ci représenté d'une autre couleur, la rate, et vous voyez ce péritoine montré en pointillé qui va délimiter donc des structures dérivant donc ici du mésogastre postérieur, reliant le pancréas à la rate. C'est cette partie qui est représentée ici sur ce schéma. Nous verrons qu'on appelle cette partie l'épiplomb pancréatico-splénique, puis entre la rate et l'estomac, une zone que l'on appelle l'épiplomb gastro-splénique et qui représente à cette partie-là, et on verra plus tard qu'il y a les vaisseaux courts de l'estomac qui passent par cette zone péritonéale, et puis ensuite ce qui relie l'estomac au foie, et dans lequel on va trouver les éléments du pédicule hépatique, notamment l'artère hépatique. Cette partie ici qui relie l'estomac au foie, que l'on avait sur ce schéma en zone limitée, c'est ce qu'on appelle plus tard le petit omentum ou le petit épiplomb, et c'est cette zone que l'on voit ici entre l'estomac et le foie qui a occupé maintenant tout l'hypocondre droit. Alors si on s'intéresse maintenant au développement de l'anse ombilicale, eh bien c'est un peu plus simple, puisque celle-ci va se déplacer dans un plan sagittal, d'une part pour former une hernie ombilicale physiologique, c'est-à-dire que ce n'est pas représenté sur le schéma, mais cette anse intestinale
va progressivement sortir temporairement de la cavité abdominale pour effectuer un mouvement de rotation anti-horaire de 270 degrés sur une vue de face autour de l'axe de l'artère mésentérique supérieure. Alors nous allons nous approcher un petit peu et imaginer que l'angle duodéno-jéjunal que l'on voit ici, vous avez ici ce qui va donner plus tard le sécom, et bien tout ceci va faire une rotation de 270 degrés autour de cette artère mésentérique supérieure. Et on va voir progressivement sur ce schéma comment se fait cette rotation. Vous voyez que l'angle duodéno-jéjunal commence sa rotation ici de 90 degrés, puis de 180 degrés, et vous voyez que la rotation s'accompagne d'un mouvement similaire de ce qui va donner plus tard le côlon droit, et à un stade ultime, eh bien, l'angle duodéno-jéjunal vient se placer en haut et à gauche de l'artère mésentérique supérieure. Le sécom et l'appendice viennent se placer dans la fosse iliaque droite, en bas et à droite. Pour ne pas surcharger le schéma, je n'ai représenté ici que une partie du péritoine viscéral qui est entraînée par ce mouvement de rotation. Ce schéma, donc à un stade terminal, vous montre en haut la formation de l'arrière-cavité des épiplombs, en arrière de l'estomac, et la disposition de l'anse ombilicale qui s'est cette fois-ci très nettement développée, avec la formation sur cette vue latérale droite du côlon droit, du côlon transverse, et puis de la masse de l'intestin grêle. L'un des phénomènes fondamentaux du développement embryologique du péritoine est aussi représenté par le développement des fascias d'accolement et du grand épiplomb. En effet, le péritoine des mésos va, à certains endroits, fusionner avec le péritoine pariétal, créant des zones d'accollement fixant les organes à la paroi. Le péritoine qui recouvre le côlon droit et qui constitue le méso du côlon droit va fusionner avec le péritoine pariétal postérieur de manière à créer un accollement du côlon droit, c'est ce qu'on appelle le fascia de Tolt droit. Les autres fascias que nous allons décrire tout de suite sont le fascia Tretz, qui fixe le mésodiodénum au péritoine pariétal postérieur, le fascia de Tolt gauche, qui fixe le mésocolon gauche au péritoine pariétal postérieur. Les autres segments intestinaux restent mobiles, tout en étant reliés à la paroi par leur méso. C'est le cas de l'intestin grême ou du jéjuno-iléon, du côlon transverse et du côlon sigmoïde qu'on ne voit pas sur ce schéma. Cette petite coupe schématique est en fait une coupe frontale passant par le foie et par l'anse ombilicale ainsi que l'allantoïde. On voit ici le foie entouré de péritoine viscéral et relié à la face inférieure du diaphragme parce qu'il va constituer plus tard le ligament falciforme. L'anse ombilicale, centrée autour de l'artère mésentérique supérieure, est entourée de péritoine qui va tourner sur lui-même à l'occasion de cette rotation de 270 degrés. Enfin, on voit ici le péritoine pariétal qui va donc recouvrir l'allantoïde en passant au-dessus. Tout ce qui est en dessous sera donc considéré comme sous-péritonéal.